Bonjour, nous sommes le mardi 21 avril 2020 et il est 4h30 de l'après-midi. C'est l'heure à laquelle j'aurais dû prononcer mon dernier cours de l'année et aussi mon dernier cours au Collège de France, ce qu'on appelle une leçon d'adieu ou de clôture. Mais mon cours, qui s'intitulait « Fin de la littérature », s'est interrompu brutalement, il est suspendu depuis 5 semaines. Donner ce titre, c'était jouer avec le feu et nous avons été punis. Il n'y aura pas de dernier cours ou, s'il y en a un, ce sera dans longtemps, lorsque nous aurons vaincu le virus ou du moins l'aurons apprivoisé. Et ce sera comme un supplément. Depuis plusieurs semaines, je promettais une leçon sur la vie de Rancé de Chateaubriand et je procrastinais. Cette leçon, vous ne l'aurez donc pas. Mais vous avez lu ou relu La vie de Rancé et peut-être est-ce plus élégant de finir sans conclure, sans dernier mot, in medias res, comme Fanchoul dans Une mort héroïque, le poème en prose de Baudelaire cité en janvier lors de la première leçon de l'année. Ou en prenant à la lettre la devise du professeur que je proposais ce jour-là avec Valérie, je déçois. D'abord, cette cessation d'activité m'a troublé. Le cours du collège, c'est comme une drogue. Pendant les mois où il a lieu, le préparant de semaine en semaine, on ne fait rien d'autre, on est charrette, comme on disait aux Beaux-Arts, en pleine addiction ou assuétude, comme on devrait dire en français. Les effets du sevrage sont sévères. Écrire les cours qu'il me restait à faire ou les enregistrer sur mon téléphone et les livrer en suivant le calendrier prévu, cela m'a paru artificiel. Un cours est un événement, un fait extemporané, un don au public, une performance d'un tout autre genre qu'un polycopié ou une vidéo. J'ai donc remisé mes notes pour le moment. Et j'ai lu. J'ai profité de cette retraite prématurée pour boucher quelques trous de ma culture. On a tous dans sa bibliothèque beaucoup de livres, souvent de gros livres qu'on n'a pas lus. On n'ose pas le dire parce que ce sont des classiques. On se dit qu'on les lira un jour, mais là aussi, on procrastine. J'ai donc décidé d'ouvrir Les deux corps du roi d'Ernst Kantorowicz, pavé devant lequel j'avais souvent achoppé. On en connaît la thèse, le roi est mort, et vive le roi. Le corps naturel du roi meurt, mais son corps politique, son corps dynastique ne meurt jamais. Dignitas non moritur. La dignité, l'office ne meurt pas, ne connaît pas de solution de continuité. En vérité, je n'étais pas tout à fait sorti de mon cours. J'avais imaginé qu'une des dernières leçons, peut-être la dernière, appliquerait cet adage à la littérature. La littérature ne meurt jamais. Ou, suivant une image transmise depuis l'Antiquité, il n'y a qu'un seul poète depuis Homère. Proust disait que Baudelaire, sur sa dernière photographie par Carja, avait une ressemblance fantastique avec Hugo Vigny et le comte de Lille, comme si tous les quatre n'étaient que des épreuves un peu différentes d'un même visage, du visage de ce grand poète qui, au fond, est un depuis le commencement du monde. Cette idée lui venait peut-être d'Emerson qui écrivait « On dirait qu'une seule personne est l'auteur de tous les livres qui existent dans le monde. Il y a en eux une unité si fondamentale qu'on ne peut nier qu'il soit l'œuvre d'un seul homme omniscient. » Borges, citant cette phrase d'Emerson, qui correspondait à sa vision du monde,
la rapprocher d'un propos de Shelley sur ce grand poème que tous les poètes, à la manière des pensées qui se concentrent dans un seul grand esprit, ont élevé depuis les origines du monde. Oui, je comptais terminer mon cours sur cette idée, mais je n'avais pas lu le maître-livre de Kantorowicz. Le virus m'a sauvé d'une imposture. Après Les deux corps du roi, j'ai lu Les âmes mortes de Gogol, un autre trou de ma culture. J'ai constaté que j'en avais 3 exemplaires dans ma bibliothèque. 3 fois, je m'étais senti honteux de n'avoir pas lu ce roman et je m'étais racheté à mes yeux en le rachetant, mais sans l'ouvrir. Je ne sais pas bien comment je suis passé des deux corps du roi aux âmes mortes, mais je crois que c'est par cette idée que pour les serfs de l'Empire tsariste, eux aussi, dignitas non moritur, puisque les âmes, comme on les appelait et qu'on les comptait, vivaient encore des années après leur mort dans les registres de l'impôt foncier, comme les rois, comme les poètes, comme Bergotte, dont Proust raconte la mort devant le petit pan de mur jaune de la vue de Delft de Vermeer. On l'enterra, mais toute la nuit funèbre, aux vitrines éclairées, ses livres, disposés 3 par 3, veillaient comme des anges aux ailes éployées et semblaient pour celui qui n'était plus le symbole de sa résurrection. Maintenant, je mourrai en ayant lu Les âmes mortes. Mais je m'aperçois que je n'étais pas tout à fait sorti de la préparation de mon cours en faisant ces lectures. Elles portaient sur des fins. Toutes deux demandaient s'il y a vraiment des fins ou si ce sont les débuts d'un autre cycle. Une fiction juridique avec les deux corps du roi, une forfaiture poétique dans le cas des âmes mortes. Cet après-midi, je n'aurai pas fait mon dernier cours, mais vous en aurez reçu quelques rudiments. Portez-vous bien, comme on dit en 2020.